Bon, eh ben c'est parti. Merci, monsieur le Shepard, on est vraiment très heureux d'être avec vous. Je voudrais qu'on parle un petit peu du Dragon Griot là, ensemble. C'est constitué de plusieurs nouvelles. Peut-être revenir à l'origine, au tout début, sur la première nouvelle. Comment est-ce que vous l'avez imaginée? Thank you. We're very happy to have you here. We are going essentially to talk about the Dragon Griot book, and for starters, the first story, The Man Who Painted the Dragon Griot. How did you imagine it? How did I come up with it? Yes, how did you come up with it? Can I curse? Like I was at the Clarion workshop, which is a student writers workshop in Michigan State University. And so I went outside to try and think of ideas of something to write. And at that time, it seemed like everything was big in science fiction. You had Ringworld and stuff like that. And so I was trying to think of something big I could write about, and I said, "Big fucking dragon," and that's. And then I had to think about what was the big fucking dragon going to be, and I started thinking about the Reagan administration, and I'm going to translate from time to time. Sorry. Donc ça c'est la jeunesse de l'histoire, ça s'est produit alors qu'il assistait à un atelier d'écriture Clarion à la Michigan State University. Donc il réfléchit, cherchait une histoire, et à l'époque, tous les sujets en science-fiction, en fantasy, c'était des trucs grandioses. Bon, il cite par exemple l'Anneau Monde, etc. Et donc il s'est dit, pourquoi pas un putain de grand dragon. Et en fait, cette idée de grand dragon, ça l'a fait penser, ça lui a évoqué l'administration Reagan. Go ahead. Okay, The Reagan administration, yeah. Yeah, I was thinking about the Reagan administration, and how it was like kind of this monumental entity, like it was destroying the current, like at the time, a large part of Latin America, which I really liked. It's very, very close to my heart, and so I decided to do that, to kind of just base the dragon's personality on what I figured the Reagan administration's generic personality would be. And then my brother-in-law was a fine artist, so I went back and asked him to, I thought about how to kill the dragon. He said, "Why not kill him with paint?" And like I said, yeah, I immediately knew he was referencing the medieval paints, which were heavy on the leads and arsenics and stuff like that. And so he made me this sketch of the dragon. It covered that whole wall back there, with the buckets, the big vats for the paint, and all the scaffolding and all that stuff. And, there it went. Donc l'administration Reagan, qui gouvernait les États-Unis à cette époque, c'est le début des années 80, lui apparaissait comme une monstrueuse entité en train de parasiter et de piller l'Amérique centrale, une région qui est chère à son cœur. Donc c'est dans cette direction qu'il a décidé de travailler. Bon. Et quand il est rentré chez lui, il a demandé à son beau-frère, qui était un artiste, il a parlé de l'histoire, et c'est là qu'il a eu l'idée, pourquoi ne pas tuer le dragon avec la peinture, sachant qu'au Moyen-Âge, les peintures qu'utilisaient les peintres étaient pleines de substances nocives comme le plomb, l'arsenic, etc. Bon. Et son beau-frère lui a exécuté à sa demande une fresque représentant le dragon griol, quelque chose de gigantesque qui occupait toute l'équivalent de la surface d'un mur, quoi. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle, c'est que le personnage principal va au fur et à mesure croire lui-même dans sa propre quête, dans sa propre formule. Vous le vouliez vraiment presque hésitant, il a l'impression d'être un escroc au début, et sur la fin, il est complètement investi de la mission. What's interesting in the story is the evolution of the main character, who at the beginning is kind of a crook, but slowly, little by little, he starts to believe in his own work. Was it intentional, this evolution? Semi, I guess. I mean, it's sort of based on me. It's like, I've always had like a feeling about myself that I would have to get over on people, that I would have to, I wasn't really very good at anything, and so I had to convince people I was good at something, and so I guess that was part of my personality coming out in the character. En fait, c'est une part de ma personnalité qui ressortait dans le personnage, dit Lucius, parce que bon, j'étais pas très convaincu de ma propre valeur, j'étais pas très fier de moi, et en fait, je m'efforçais de convaincre les gens que je valais la peine qu'on s'intéresse à moi. C'est un peu le personnage est un peu comme ça. Et alors, je crois que la nouvelle a eu
un écho assez fantastique. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Vous en avez été surpris? What was the reception of the story? Was it very popular with the critics, the reader, and the like? Yeah, Were you surprised? I don't know if I was surprised or not. I mean, you know, when I went to the Clarion workshop, you know, I was more surprised there to find out that I could write, and like I was more surprised to find out that I was the star of the workshop. And like by the time the story came out, I was pretty sure it was a good story. You know, although when I look at the story, when I looked at the story myself, I knew I still had the feeling that I was pulling the wool over their eyes. You know, like I was not, you know, it wasn't as good as I thought it was, or it wasn't as good as they said it was anyway. You know, I had a lot of people giving me very good feedback at that time. You know, so it was hard not to be arrogant, but I managed. En fait, ce qui l'a le plus surpris sur le moment, c'est d'abord de se rendre compte en participant à ces ateliers. Bon, à l'époque, c'était des ateliers pour les auteurs débutants qui voulaient le devenir. Hein. Donc, c'était de se rendre compte qu'il était capable d'écrire, et puis surtout que tous les autres participants admiraient son travail. Bon. Et quand la nouvelle a été publiée, lui, il s'est rendu compte que bon, il aurait encore pu mieux faire. Donc, il était encore un peu douté un peu de ses capacités. Et cela dit, comme il a vu arriver les félicitations, bon, il fait preuve un peu d'arrogance, malheureusement. Qu'est-ce qui vous a poussé à y revenir? Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette idée de dragon pour que vous y reveniez au fur et à mesure de plusieurs nouvelles? What's so fascinating about this dragon that you had to come back to it again and again along the years? Well, some of it was. I guess after the first story, I just thought that the second story kind of like came very naturally. I didn't even have to think about it. And then the third story was kind of forced. You know, I don't particularly like the third story. You know, it was like this guy said, "Why don't you write another dragon story?" And I said, "No, I don't want it." You know, and then he asked me again, so I did. You know, but then I gave it a break after that. And then thereafter, the stories that came after that, the last three stories, you know, have all been pretty honest responses to a creative impulse. You know, like I mean, they weren't forced, or they weren't urged on by the marketplace. You know, and except for perhaps the last one, which I wanted to use as a capstone to the book, and like so I thought I knew it had to be pretty good and had to be big. You know. But now it turns out there's another story too, so I don't know what I'm going to do. En fait, bon, la deuxième nouvelle, c'est-à-dire la fille du chasseur d'écailles, elle est venue tout à fait naturellement dans la foulée de la première. La troisième, ça a été plus difficile, il s'est un peu forcé, il y croyait moins sur le moment. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi, entre la troisième et la quatrième, il y a un hiatus de plusieurs années. Par contre, donc, les trois dernières, elles correspondaient vraiment à une pulsion créative tout à fait sincère. Et il ne s'intéressait absolument pas aux demandes du marché, il les a écrites pour lui, sauf un peu la toute dernière, où il pensait qu'il allait conclure le cycle avec celle-ci, donc il voulait une véritable apothéose, donc il a un peu plus réfléchi, un peu plus travaillé. Et puis voilà qu'il s'aperçoit, une fois le bouquin bouclé, qu'il y en a d'autres il y a d'autres idées qui se poussent, quoi. Voilà. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le dragon est à la fois le personnage central, mais finalement, il n'agit jamais. Ce sont plutôt des histoires d'hommes autour de ce dragon, puisque même s'ils sont convaincus que ce dragon influence leurs pensées, en tant que lecteur et les narrateurs, on n'est jamais dans les pensées du dragon. C'est vraiment ce que vous aviez envie d'écrire, les hommes par rapport à ce mythe? What's interesting in the character of the dragon is that he never acts directly. What we follow, what the reader follows, are the actions and the thoughts of the characters who gravitate around, men, women. Right. Was it your intent to have this dragon as a kind of occult influence? Well, it was. And to have a kind of ambiguity about is it real, is it fantasy? Yeah, absolutely. Yeah, I mean, because that was anything that's taken in a religious context, which the dragon, of course, eventually comes to be taken as, is like open to doubt, and, you know, so I had people like, you know, constantly, this last story which is called Beautiful Blood, and is all about that. It's all about
the doctor who distills a drug from the dragon's blood, and the drug is called MAB, more and better, and it just enhances what you've got. Like if you're living in a hovel, you all of a sudden are living in a beautiful hovel with nice silk sheets and stuff like that, and like. And the point of that is like for this guy to go back and forth constantly, even though he sees this happening, he can't quite believe it, and he becomes a drug dealer, not a doctor, and he realizes that the dragon is trying to keep him from learning something else about his blood. So, but anyway, the whole thing was always about doubt and whether or not it's a reasonable expectation to believe in miracles or to believe in anything miraculous, even when it confronts you. Et en fait, oui, c'est effectivement l'essence même des histoires. Comme tout ce qui a trait à un phénomène religieux, c'est de savoir si c'est vrai ou pas, quelles sont les motivations des personnages, etc. Bon, et ça va ressortir de façon plus nette dans la prochaine nouvelle qu'il est en train de composer, qui s'appelle Beautiful Blood. Donc c'est l'histoire d'un médecin qui s'est procuré du sang du dragon et qui l'étudie, qui finit par en tirer une drogue. Et par se rendre compte, va devenir un véritable dealer, et il se rend compte qu'en fait, s'il a été orienté dans cette direction, c'est parce que le dragon tient à ce qu'il n'apprenne pas une certaine information à propos de ce sang. D'accord. Je pense que le docteur, il est fait allusion dans une note de bas de page à un moment donné. Je crois, peut-être bien. C'est annoncé, oui, oui. It's also about the story is about politics, and it's about the union of politics and religion. Which is like the antithetically opposed to the separation of religion and the state, which is not true anyway. Because we all know that the church is political, and we all know that the state runs itself like a religion. So Une autre dimension de ces nouvelles, c'est qu'elle traite des relations entre la politique et la religion. Bon, on sait très très bien que tous les États ont adopté officiellement la séparation des églises et de l'État, mais on voit bien que les autorités religieuses se conduisent comme des États et que l'État se conduit parfois comme une religion. J'ai retrouvé, il s'appelle Richard Rossacher, le médic. Il est fait allusion dans le texte. C'est le héros de la prochaine nouvelle. C'est d'ailleurs particulièrement marquant dans la nouvelle Le Crâne, enfin le dernier, puisqu'il y a quasiment une religion qui se met en place autour du crâne et avec un personnage. Alors, même question, comment cette dernière nouvelle qui est la plus récente, comment est-ce qu'elle est née dans votre esprit? This is the relation between politics and religion appears very clearly in the skull, because the religion is growing around the dragon. So, question is about the genesis, of this story. How did you come up with it? The skull? Yes. Well, it was a very problematical story to begin with. Like, I had the image of a skull, and for a while it just sat there in the jungle and didn't do anything. And I was like, oh, what is that going to do? What's going to happen here? And finally I decided that I would have this girl be a kind of a cult figure, and then I thought about a job I'd once had in Guatemala. I shouldn't admit this, but for a while I had the job that the guy has in the story. I was writing letters pretending to be a Guatemalan orphan, and do a fake charity, and it was not a good time for me. But anyway, and I thought about that, and then it just gradually the whole thing assembled from pieces of my life and pieces of other people I've known's life, and that I co-opted, and so then I had my characters set, and then I figured, I always figured, even in the early days when I was writing, when I knew that there'd be a second story, I always figured that I'd kill the dragon and bring him back to life, and I didn't figure out how to do that, but it just seemed like a thing that a dragon could do, so basically, I got over the hard part by putting it in the backstory. In other words, I didn't show the dragon coming back to life on screen. It wasn't on screen, and just had him become part of this
the figurehead of this political party, which was a real political party in Guatemala, the Party of Organized Violence, and so yeah, I mean basically it's just sort of assembled mosaically, you know. En fait, cette histoire, le crâne, est assez problématique. Elle n'est pas arrivée toute seule. Pendant très très longtemps d'Illusus, j'avais dans la tête l'image du crâne du dragon perdu dans la forêt, dans la végétation. Je ne savais pas quoi en faire. Bon. Et petit à petit, j'ai repensé à des épisodes de ma vie quand j'étais au Guatemala, où il a honte de l'avouer, mais il s'est livré à la même escroquerie que le personnage principal, c'est-à-dire qu'il écrivait aux Américains des lettres bidons pour les supplier de donner de l'argent à des orphelinats qui étaient en fait détournés. Bon. Et il y avait aussi le problème de comment ressusciter le dragon, qui est censé être mort, sans vraiment le ressusciter tout à fait, puisqu'il savait qu'il y avait encore une nouvelle à venir. Donc petit à petit, l'assemblage de tous ces souvenirs du Guatemala, où il y a pas mal de choses qu'il a vraiment vécues, bon, mais notamment l'histoire des perruches, hein, dont il parle, ces femmes qui allaient dans des boîtes gays parce qu'on leur fichait la paix, la situation politique au Guatemala, bon, le parti de la violence organisée a vraiment existé, bon, c'était vraiment des terroristes d'État, quoi. Et donc petit à petit, l'histoire s'est construite à la façon d'une mosaïque avec tous ces éléments auxquels s'est ajouté donc comme substitut du dragon ce personnage de femme qui finit par devenir la madone du culte et qui prend le premier plan, ce qui fait que le dragon passe au second plan. Il est dans le décor, il est toujours là, mais c'est pas à lui qu'on s'intéresse au premier chef. Une dernière question, est-ce que le dragon griot peut mourir? Est-ce qu'un mythe peut mourir? Last question, can the land beast die? Can a myth die, the dragon? The dragon is dead now. I mean, but the news story is going to be in the past, you know, like kind of in the dragon's past. So, but I think he's dead now. I mean, I thought about that a lot, you know, whether I could kill him or not. But like, so I really killed him. You know, I really killed him. You know, like I chopped him up and I turned him into dust and the bone meal, and you know, like, you know. So I'm pretty sure he's dead. You know, like I don't think he could come back from being turned into bone meal. This is not Hollywood. Non, en fait, le dragon est mort et bien mort. Hein. La prochaine nouvelle à paraître, Beautiful Blood, se situera dans le passé par rapport au crâne. Mais bon, vu tout ce qu'il a fait au dragon, il l'a réduit en poussière, en poudre, enterré sous un amoncellement de chaînes gigantesques, etc. Poignardé, brûlé. Non. But for me, I mean, he's not dead, obviously, because in one way, because like there's still a whole past. If his whole past to eliminate, like if I want to, which I sometimes do and I sometimes don't. And that's like, as I mentioned in the last story, I mean, I could write a whole novel about just the way they haul the skull from Teosinte to Guatemala, you know, so. Mais dans un autre sens, le dragon n'est pas mort, puisque bon, il y a toutes des pans de son histoire qui ne sont pas encore racontées, notamment celui auquel est fait allusion, le transport du crâne d'un pays à un autre dans la jungle. On pourrait écrire un roman là-dessus. Bon. Alors, de temps en temps, il a envie de le faire, de temps en temps, il n'a pas envie. C'est ouvert, quoi, hein, on va dire. On a vraiment l'impression que c'est obsessionnel, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas que c'est vraiment une idée qui revient. Is it an obsession with you? Is it what? An obsession? The dragon? Yeah. I'd say when I get into the story, it becomes obsession, but not really. I mean, just you know, whenever I'm having trouble with writing, you know, I guess on something else, maybe I'll just go back and toy with something, you know, like that, like a dragon story or something like that. You know, it's an easy place for me to go, right, as a writer, you know. So. Donc c'est pas une obsession permanente, mais bon. C'est parfois très agréable de revenir à une histoire de dragon quand il est bloqué sur une autre nouvelle qui est plus difficile à écrire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you.